Nous sommes là, mesdames et messieurs, nous de la presse, nous sommes là pour essayer de comprendre un peu, de décortiquer l'actualité de cette semaine. Aujourd'hui, en tout cas, l'actualité est marquée par la énième session extraordinaire de la Chambre haute du Parlement. Et aujourd'hui, je suis avec des intelligences de mon pays, comme j'aime bien les appeler. Je suis aujourd'hui avec John Lungila de Congo Web Télévision. Bonjour John. Bonjour madame. Très heureuse d'être avec vous. Je vous le présente. D'ailleurs, il n'est même plus à présenter, mais comme on le dit si bien, la répétition est la mère des sciences. John Lungila présente l'émission Table Ronde qui passe chaque jeudi à 20h30. Si 21h. 21h, juste voilà, sur Congo Web Télévision. Il reçoit les deux tendances, en tout cas, de la politique de notre pays. Et je crois que vous le connaissez assez bien. Je suis avec John Jeff Mwanza. Vision Info, bonjour Jean-Jeff. Bonjour Paulette. C'est la première fois qu'il passe chez nous, vous allez le découvrir, il est dans Vision Info. Merci. C'était un journal qui passe... C'est un journal télévisé et c'est aussi une agence de presse parce qu'à part le journal, nous faisons plusieurs autres productions. Voilà, donc les journalistes se prennent en charge et ben, voilà. Et je vais terminer par Israël Muntala, journaliste indépendant, très heureuse d'être parmi nous. Israël n'est plus à présenter, c'est une fine intelligence. Entre nous, on doit se jeter les fleurs. Hein. Pourquoi pas? C'est ça la confrérie. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, l'actualité est marquée par la énième session convoquée par la Chambre haute du Parlement. Presque tous les journaux parus à Kinshasa, depuis le lundi, ne parlent que de ça. Le phare nous dit le Sénat de nouveau en session extraordinaire. Forum des As nous dit le bureau politique de l'AMP calme le jeu après la convocation, le rendez-vous manqué du Sénat. La tempête des tropiques, non, lui, oui, parle aussi du Sénat. Le Sénat en plein dans le glissement. La prospérité nous dit carrément l'éclipse de Kengo sans effet, répartition des sièges, l'Assemblée nationale s'assume. Forum des As nous dit les sénateurs tentés par le glissement. Le Sénat ferait-il le lit du glissement? Élection, Clément Kankou avance en schéma à 4 pieds. Voilà, presque tout, en tout cas, parle des élections et de cette énième session. La première question revient à John Lungila. John Lungila, cette énième session, est-ce que c'est constitutionnel? C'est la question d'ailleurs, on le suppose. Est-ce que c'est prévu de faire appel à plusieurs sessions extraordinaires entre deux sessions ordinaires? Merci madame Paulette pour la question. D'abord, je ne sais pas s'il faudrait saluer ou regretter du travail abattu par nos élus, sénateurs comme députés, pendant cette session extraordinaire. Plusieurs lois ont été adoptées quand même. Non, effectivement, on a adopté plusieurs lois, mais la priorité n'a pas été, je crois, réalisée, parce que nous savons que tout serait ou tout est parti de consultation qu'avait accordé le chef de l'État à la délégation de députés conduite par Robert Minakou et Léon Kengo Adondo. C'est au sortir de ces échanges qu'on a appris qu'il y aura une session extraordinaire à la demande du chef de l'État. Et au cours de cette session extraordinaire, il sera question, entre autres, de débattre, mais aussi d'adopter la loi portant répartition du siège, parce qu'on tenait mordicus qui est élection municipale, locale et provinciale. Des élections qui dépendaient absolument de cette loi. Et donc, il est vrai qu'on a ajouté d'autres matières, mais il y avait des priorités. La priorité était la loi. Qui a été rejetée par... Voilà, qui a été rejetée. Maintenant, on est habitué à voir une loi adoptée à l'Assemblée peut-être ou adoptée autrement au Sénat et qu'il faudrait absolument que l'on puisse créer une commission mixte pour travailler, toiletter le texte, harmoniser les vues. Mais ceci est une première de voir pour une fois un projet de loi être rejeté, adopté avec une vitesse de croisière au Parlement et rejeté au-delà de 2-3 jours de travail au Sénat. Que dit la loi? J'ai dit la Constitution est muette à ces sujets. Alors, est-ce qu'on fait face à un blocage ou il faudrait imaginer un autre schéma? C'est là où se pose la grande question et c'est là où même je situe votre question. Jusque-là... C'est constitutionnel en fait. Je ne crois pas parce que déjà, depuis hier mardi, il y avait une réunion qui se tient au niveau du Sénat pour penser une session extraordinaire. Alors, il faudrait encore revenir, les députés et les sénateurs, dans une session extraordinaire où ça va concerner uniquement le Sénat. Est-ce que pour les deux chambres, on peut ou la loi autorise à ce qu'une seule chambre revienne en session extraordinaire? Question mark. Et donc, il faudrait essayer d'imaginer les choses pour répondre aux besoins urgents sans violer la Constitution. Voilà, Jean-Jeff Mwanza, la RDC, nous, on est le pays où tout est
on annonce les couleurs dans beaucoup de choses. On est les seuls pays, on a essayé le 1+4, ça a marché. Et c'est pour la toute première fois aujourd'hui qu'il y aura 2 sessions extraordinaires pendant la session extraordinaire, lors des 2 sessions. Alors on se pose la question, est-ce que le règlement d'ordre intérieur du Sénat le permet-il? Est-ce c'est anticonstitutionnel? Et pourquoi cet appel pressant pour cette énième session extraordinaire? Pourquoi c'est si pressant d'avoir cette session extraordinaire? En fait, je vais presque aborder dans le même sens que John. Il faut dire que constitutionnellement, la Constitution est muette. Elle ne permet pas ou elle n'a pas en fait allusion à 2 ou 3, je dirais, n'a pas déterminé le nombre de... Il y a un vide juridique? La Constitution n'a pas déterminé le nombre de sessions extraordinaires. Oui, à ce sujet, la Constitution est muette. Maintenant, le règlement d'ordre intérieur du Sénat, je dirais, n'a pas aussi déterminé le nombre, mais nulle part où on dit qu'on peut avoir une session ou 2 sessions avant une session ordinaire. Maintenant, est-ce que même si au cas où la loi, le règlement d'ordre intérieur du Sénat ne détermine pas ou ne parle pas de 2 sessions extraordinaires, mais il faut dire que la Constitution a la préséance sur toutes les autres lois. Et que dit la Constitution par rapport à ça? La Constitution, en son article 116 par exemple, dit que le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent convoquer des sessions extraordinaires à tout moment où l'urgence s'impose. Maintenant, la question que nous devons se poser, c'est comme a dit John, nous sommes dans un système bicaméral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que le Sénat seul se retrouve dans une session extraordinaire sans l'Assemblée nationale. Et il faudra maintenant que l'on puisse nous expliquer comment les choses vont se passer. C'est vrai que le Sénat se retrouve en session extraordinaire parce que, à mon humble avis, on veut en fait faire appliquer l'article 135. Qui stipule qu'au moment où le Sénat ou les 2 chambres ont adopté une loi de manière divergente, la position de l'Assemblée nationale passe. C'est-à-dire que, comme le Sénat en réalité n'a pas adopté cette loi, on ne sait pas comment définir l'article 135. Donc il faudrait maintenant que le Sénat donne une position sur cette loi et comme ça on pourra alors appliquer l'article 135. Israël Moutala, une certaine opinion d'ailleurs même parue dans les journaux, disent que le Sénat est pour le glissement. En tout cas, le Sénat fait tout, ou les sénateurs font tout pour ne pas quitter cette chambre haute. Ils sont prêts à tout pour un 3e mandat. Ils sont là et ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils sont là, 2 mandats. Ils ne veulent pas, ils ont... 8 ans. 8 ans, oui, ça fait 8 ans. 4-4 ? Oui, 8 ans. Bon, c'est long, mais c'est 2 mandats. Donc les sénateurs tentés par le glissement seront formés. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que les sénateurs font tout pour ne pas quitter la chambre haute? Non, je ne partage pas du tout cet avis. C'est un faux procès qu'on fait aux sénateurs d'organiser les élections. Les sénateurs n'ont pas demandé à rester là-bas. Si le cycle électoral, la régularité des échéances électorales était bien respectée par l'exécutif, le président de la République et son gouvernement, on aurait déjà renouvelé les sénateurs, les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Cela n'a pas été fait, pas à cause de la téméritée ou des sénateurs à vouloir à tout prix s'accrocher à leur strapontin. Non, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y avait pas une volonté politique au niveau de l'exécutif. De même, les sénateurs ne trouvent-ils pas que c'est trop, qu'on vote simplement cette loi pour qu'ils partent? Cette loi, ces 2 mandats, c'est trop. Non, cette loi là-bas n'a pas d'implication directe sur leur présence. Sur leur présence d'abord. C'est la loi sur la répartition des sièges. Cela permettra d'organiser les élections locales et provinciales. J'aimerais d'abord revenir sur la question sur la question de la légalité de cette session. C'est légal? Bon. On peut dire qu'il y a un flou juridique. Donc les deux camps ont raison. Les 2 camps ont raison, ça veut dire ceux qui pensent que cette session extraordinaire est plus ou moins illégale, ils s'appuient sur le règlement intérieur du Sénat qui dit justement que quand une matière n'est pas épuisée dans une session extraordinaire, elle est renvoyée à la session ordinaire. Et donc ici en l'espèce, la matière ici, la loi sur la répartition des sièges n'a pas été épuisée. Parce que, faute de quorum, le Sénat n'a pas voté cette loi, les 2 chambres n'ont pas trouvé un texte commun. Et donc, cette matière devait, si on s'en réfère au règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute, ce document ce travail devait être renvoyé à la session extraordinaire de septembre. Or, ici, les autres opposent justement à l'article 116 qui fixe tout simplement la durée
de ce qu'on appelle une session extraordinaire qui ne peut pas dépasser 30 jours. Mais on n'a pas dit qu'on ne peut pas en convoquer autant de fois qu'on veut. Et donc voilà, donc chacun s'appuie sur telle ou telle disposition, mais il faut avoir une vision d'ensemble pour comprendre. Mais est-ce que c'est légal qu'il n'y ait qu'une chambre qui fait appel à une nouvelle session extraordinaire? Ce n'est que le Sénat cette fois-ci, c'est pas les deux chambres. Normalement, ce sont les deux chambres qui vont en session extraordinaire, pas une seule chambre. Non, mais le problème ici, c'est que une session est convoquée pour une matière bien précise. Or, cette matière là-bas a été déjà épuisée au niveau de la chambre basse. Donc, c'est au niveau justement du Sénat que se posait le problème. Donc, mais toutes les chambres seront convoquées parce que même alors, une fois que l'on constate par exemple que le Sénat rejette cette loi, on devra convoquer justement une commission mixte paritaire Sénat Assemblée nationale. Si on ne trouve pas un consensus au niveau de cette commission mixte paritaire Sénat Assemblée nationale, alors l'Assemblée nationale a la primauté, il va faire passer son texte. Alors c'est cette possibilité-là qui était donnée justement à l'Assemblée nationale de faire triompher son texte, qui ne lui avait pas été donnée parce que le texte a été rejeté. Et donc, il y a blocage en fait, il y a eu un blocage en principe, il y a eu un blocage. Donc le Sénat a plus ou moins été, comment dirais-je, plus habile mais c'est ça la question. Et en rejetant cette loi de manière polie, ils l'ont rejetée parce que d'abord, même dans le débat général de cette loi, la plupart des sénateurs étaient contre. C'était une copie à revoir. Et donc le jour du vote, la plupart n'étaient pas venus, le quorum n'était pas atteint, et la conséquence logique était le fait que la loi n'avait pas été votée. Et donc, John Longila, est-ce que c'est pas fait exprès en fait, comme le dit bien moi, je voulais faire Israël Moutala, le quorum n'était pas... C'est fait exprès pour que cette loi ne passe pas. Par rapport à ce qu'Israël dit, moi je dis qu'il ne faut pas penser que ceux qui estiment que les sénateurs voudraient favoriser les glissements ont tort. Je pense qu'ils peuvent aussi avoir raison. Je voulais emprunter une phrase d'un de mes invités qui autrefois disait que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, ça devient diabolique. Nos sénateurs sont hors mandat, ils glissent déjà. Mais quand ils cherchent à se pérenniser dans le glissement, ça pose problème. Là, on donne raison à ceux qui pensent qu'ils veulent le glissement. Écoutez, au niveau de l'Assemblée nationale, il est vrai, on peut mettre en doute le travail des députés parce qu'en une journée, ils ont débattu et adopté, et que ça vient au Sénat, il faut qu'il y ait un peu du sérieux, c'est vrai. Mais il faut voir aussi l'urgence, parce qu'il faut répondre à un besoin. Moi, je crois que si on vous met dans des conditions qu'il faut pour faire un travail qu'il faut, moi, je crois qu'il n'y a aucune raison de dire qu'il faudra encore plus de temps. Parce que quand vous évoquez les forums, les quorums, ce n'est pas en termes de présence ou non de sénateurs à cette plénière. Je crois qu'ils étaient majoritaires. Les problèmes des quorums s'est posé au niveau, je dirais, des conditions de la majorité qui devait atteindre le vote pour que cette loi soit adoptée. Le vote, la majorité, le vote, ils ont voté à la majorité, disons, cette loi. Mais malheureusement, la majorité n'a pas atteint les nombres de voix requis pour que la loi puisse passer. Voilà. Mais je crois que le quorum n'est pas un nombre d'absence ou de présence de députés dans la salle. Et donc, ici, il faut voir aussi la stratégie d'encourager, de vouloir rester encore au Sénat parce qu'on s'y... Il y a beaucoup trop d'avantages. Il y a une information importante parce que les gens ne comprennent pas le combat qu'il y a là. Vous avez deux lignes de fracture politique. Au Sénat, on estime que il faut absolument faire toutes les élections en une seule fois. Pas faire des élections locales, municipales et provinciales une fois, et après attendre l'année prochaine pour faire les législatives et les présidentielles. Donc le point de vue qui est partagé par les sénateurs dans leur immense majorité, comme le gouvernement a dit qu'il fait face à des contraintes budgétaires, au Sénat, la plupart des sénateurs pensent qu'il faudrait faire tout en une fois. Mais c'est justement... Et au Sénat, justement, je viens. Et au Sénat, on dit qu'il y a une autre priorité. C'était quoi? C'est l'enrôlement, justement, des nouveaux majeurs. Un stock d'au moins 5 millions. Alors, ça ne sert à rien aujourd'hui de faire une loi sur la répartition des sièges tant qu'on n'aura pas encore, justement, enrôler les 5 millions d'autres. Parce que quand les 5 millions viendront s'ajouter, on va encore bousculer la loi sur la répartition des sièges qui sera
presque désuète. Voilà pourquoi ils disent quoi? La priorité en ce moment, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'enrôlement de 5 millions au moins de nouveaux majeurs. Et après, maintenant, là-bas, on fera la loi sur la répartition des sièges. Donc, voilà un peu la logique des sénateurs. Une logique qui de bon sens. Bon, je vous en prie, vous voulez rebondir par rapport à qu'est-ce qui pêche? Pourquoi cette loi pose problème, en fait, entre les deux chambres? Antoine, moi j'estime d'abord, répondant à la question que tu as posée à John Paulette, que le Sénat a fait ce travail, a rejeté cette loi de manière aussi exprès. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les sénateurs savent qu'une fois la loi votée, on doit tenir les élections locales et provinciales. Donc leurs postes sont mis en jeu. Oui, directement lorsqu'il y a élection au niveau local et provincial, les jours qui suivront, il faudra qu'on puisse avoir les élections des sénateurs et des gouverneurs. S'il faut bien sûr se référer au calendrier publié par la CENI. C'est justement sur base de cela que les sénateurs, voyant que leur mandat est déjà mis en jeu, ils ne peuvent pas voter cette loi. C'est justement ça. C'est trop fort ça, Joseph, vraiment. Mais qu'est-ce qui pêche dans cette loi? Il est vrai. On ne peut pas quand même prendre en otage tout un pays pour les intérêts personnels des sénateurs. C'est impensable, c'est inhumain. Il est vrai qu'il y a des éléments importants, notamment l'enrôlement des majeurs, des nouveaux majeurs. Notamment, justement, les problèmes des moyens, ainsi de suite. Mais est-ce que, puisque les moyens sont insuffisants, c'est le gouvernement qui dote les moyens à la CENI, et le gouvernement dit que nous sommes à mesure d'organiser d'abord les locales et les provinciales, en attendant que les prochaines élections soient organisées. Pourquoi il faut dire que puisqu'on n'a pas de moyens, si on n'a pas les moyens pour organiser les locales et les provinciales aujourd'hui, aura-t-on les moyens pour organiser toutes les élections en une seule fois? Moi, je voulais dire, ça c'est mon interprétation, ça lâche que moi. L'impression que nous avons de deux chambres du Parlement et qu'à l'Assemblée nationale, on nous fait voir que nous sommes en train de travailler en urgence sous pression pour répondre peut-être à une stratégie politique d'une famille politique qui voudrait peut-être faire tout dans le sens de respecter son plan politique stratégique par rapport aux élections. Et donc, il faut adopter rapidement cette loi parce que nous tenons mordicus à ce que nous puissions partir des élections municipales, locales et consorts. Mais au Sénat, on donne l'impression qu'on ne veut pas répondre à une quelconque pression. On veut faire le travail avec le temps, travailler avec le temps, et non travailler en fonction de calculs politiques. Rappelez-vous qu'Engo a dit ouvertement, après avoir vu le président de la République, qu'il n'y aura pas élection, nous n'avons pas de moyens. Voilà pourquoi il faut que nous allons au dialogue. C'est ça le message qu'il faudrait aussi capter quand vous voyez ces rejets de loi, des projets de loi pour la répartition des sièges. Donc il n'y aura pas élection. Ça ne sert à rien de courir, d'adopter des choses avec pression, rapidité, parce qu'on ne va pas tenir des élections dans le délai requis par le calendrier électoral. Non, j'aimerais rebondir sur les propos. Je suis d'accord avec ce que John a dit. C'est réducteur de penser que les Sénats ont rejeté cette loi parce qu'ils veulent s'accrocher à leur... On connaît aussi le politique congolais, il ne faut pas se voiler la face. Le glissement, ils ont déjà fait 3 ans. Ça veut dire que même avec le calendrier de la CENI, même s'ils votent cette loi aujourd'hui, le Sénat sera là jusqu'en 2015. Parce que le temps de faire des élections, les locales, les municipales, les périodes de consultation, les validations, on convoque les assemblées provinciales, on convoque tout ça. Ça prendra du temps. Ils seront là jusqu'au moins en mars 2015. En mars 2016. Donc ce n'est pas cette loi qui leur fera, si c'est pas si le fait de voter la loi aujourd'hui qui les fera partir tout de suite. Ils sont là jusqu'en 2016. Alors, ils sont là jusqu'en 2016, vers mars, avril 2016, le Sénat actuel. Même si on organise les élections municipales, locales et provinciales cette année-ci. Alors, mais pourquoi alors faire les choses dans la précipitation? Et même, je reviens encore pour dire à notre confrère que en une fois, on réduit le coût de moitié parce qu'en une fois on mobilise le personnel une fois, le matériel est le même une fois. Ça veut dire que vous faites toutes les choses en une fois, on réduit au moins le coût. Et après on va encore crier à la tricherie, c'est ça? Non, ça c'est notre débat mon frère. Tu as dit, je suis en train de t'expliquer d'abord que faire 2 élections, c'est plus coûteux que faire toutes les élections en une fois. Parce que la personne qui sera là, ça sera la même. Elle sera payée le per diem, mobilisation de l'appareil de sécurité, les urnes, les bulletins. Bref, ça sera en une fois. Alors, on réduit sensiblement le coût. Ça, c'est un argument de bon sens qu'a avancé le Sénat et qui mérite d'être pris en compte. Et donc, comme a dit John, le permet leur glissement. Le glissement, mais on y est. On doit persister. Ils n'ont pas dit de persister. Je vous ai dit ici qu'il appartenait à l'exécutif d'organiser les élections. Les dates des élections des sénateurs et de tout sont prévues. Elles sont cycliques chaque 5 ans.
Mais c'est le gouvernement qui ne les a pas organisés. Vous n'avez pas justement reproché justement les turpitudes du gouvernement, vous le reprochez aux sénateurs. C'est injuste. Donc, pour des raisons d'objectivité, on doit reconnaître que le fait qu'il y a glissement au Sénat, au niveau des assemblées provinciales, au niveau des exécutifs provinciaux, ce n'est pas le fait des sénateurs, ce n'est pas le fait des gouverneurs de province, ce n'est pas le fait des députés provinciaux, bien qu'ils en profitent. Ça, je l'admets. Mais là, de là à dire que ils ont bloqué la loi sur la répartition des sièges, non, c'est injuste. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons fait le contour de ce problème de énième session. Nous prenons un peu notre fait social qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. C'est FIBank, et même pas seulement la FIBank, on peut parler aussi des lacs, des agents des lacs. Hein. Donc il y a beaucoup de problèmes. Alors John Lungila, licencier les gens comme ça, c'est une banque privée si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Israël qui détient peut-être un peu trop les rouages. Je vais commencer par lui. Pourquoi révoquer 41 agents comme ça? C'était prévu dans leur statut social? Le problème, c'est que il y a des choses qui se passent en RDC qui sont totalement injustes et inimaginables et impensables. Et donc là, il s'agit de 41 personnes qui travaillaient à la FIBank, une banque à capitaux nigérians, qui ont été licenciées au motif qu'ils ont fait, qu'ils se sont absentés 2 jours durant, et que ces absences là-bas n'étaient pas justifiées. Voilà, donc ils ont été licenciés pour faute lourde, pour ne s'être pas présentés sur le lieu du travail pendant 2 jours. Or, même ce prétexte fallacieux ne tient pas la route, parce que la convention collective et le règlement d'ordre de la FIBank, le règlement d'ordre intérieur de la FIBank dit que pour être licencié, il faut 5 jours d'absence non justifiée. 5 jours. 5 jours. Mais ici, la direction de la FIBank avance 2 jours dans le lettre de résiliation de contrat comme motif pour le licenciement des 41 personnes, dont 11 délégués syndicaux. C'est une affaire assez grave. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que il y a un conflit social à la FIBank, conflit qui découle du fait que la direction a décidé de manière unilatérale de suspendre les primes et les avantages sociaux dont bénéficiaient les employés. Voilà, c'est tout ça. Donc, à la FIBank, on payait une gratification qui équivalait à 1 mois de salaire, au mois de juin, et au mois de décembre comme 13e mois. Et donc, par un mail libre, encore une fois, la direction a annoncé que la banque est dans une situation difficile, elle ne peut pas payer cette gratification, et on gèle les salaires. Les agents ont dit non, on ne peut pas le faire par mail libre. Il faut absolument un mail libre, il faut absolument que les deux parties, c'est-à-dire les syndicats et l'employeur s'assoient et de manière consensuelle, ils disent non, on met en veilleuse telle disposition, tel avantage, le temps de se requinquer financièrement s'il s'avère que la banque est en difficulté. Et le conflit social est parti de là. Et les délégués syndicaux ont demandé à ce qu'il y ait des négociations. La direction n'a pas voulu ouvrir les négociations. Mais où ces agents peuvent-ils se plaindre au ministère des Affaires sociales? Mais non, mais c'est au ministère du Travail et tout ça. Mais le problème, c'est que d'abord, les délégués syndicaux ont été, comment dirais-je, le 29 juin déjà, quand ils ont réclamé ça, les délégués syndicaux, le président de la délégation syndicale a été licencié. Or, on ne peut pas licencier un délégué syndical sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Or, la banque l'a licencié comme ça. En guise de solidarité, les employeurs ont adressé un préavis de grève pour le 6 et le 7 juillet. Et le 6 et le 7 juillet, la direction n'ayant pas réagi, ils ont déclenché le mouvement de grève, ils ont débrayé. Et une semaine plus tard, 10 jours plus tard, ils sont dehors, ils ont reçu des lettres de demande d'explication suivies de lettres de résiliation de contrat pour 2 jours d'absence. Donc c'est absurde, c'est injuste. Et c'est même pas le comble de la méchanceté. C'est que la direction de la FIBank a pris leurs décomptes finaux et a pris tous leurs décomptes finaux, il les a gelés parce que d'autres avaient contracté des emprunts.
Or, les emprunts se font sur un tableau d'amortissement de plusieurs années ou sur plusieurs mois. Or, elle a saisi, le salaire a un caractère social, il a un caractère, comment est-ce qu'on appelle ça encore, insaisissable. On ne peut pas les saisir comme ça. Ils ont pris et ils ont débité des comptes, ils ont mis des gens comme ça, 41 personnes à la rue, quand on sait que derrière 41 personnes, il y a au moins toute une famille, et donc on ne peut pas permettre une telle injustice. John Lungila, vous avez un avis? Effectivement, je voulais, ici, cette question vient sous remettre sur la table la question liée au contrat de travail, le secteur de l'emploi. Il faut reconnaître qu'il y a un grand désordre aujourd'hui dans le secteur de l'emploi dans notre pays. C'est comme si là-bas l'État n'existait pas. Si vous allez dans le secteur de commerce avec nos compatriotes qui sont dans des magasins et tout, des Libanais, un désordre infernal avec le système des agences de, comment on les appelle, des sous-traitances. Il y a un grand désordre terrible. Les syndicats ne même pas écoutés parce que ce sont des hommes forts. Si vous allez, récemment, on a liquidé Orgaman, mais il fallait voir le sort des Congolais et des nationaux qui travaillent chez Orgaman. La question était même sur la table des ministres. À l'époque, c'était Bahati Lukwebo, mais il n'y avait aucune solution qui a été trouvée. Nos frères qui travaillent avec la MONUSCO, nous savons ce qui s'est passé, qui se passe là-bas. Ils revendiquaient pas mal de choses. Effectivement, on a réduit les avantages sociaux, on a réduit, certains ont été même chassés, je dirais même remerciés, mais dans quelles conditions? Aujourd'hui, on parle peut-être de FIBank, mais l'État lui-même aussi, avec l'AC par exemple, on veut créer de l'emploi, on veut, Matata dit, il y a amélioration sensible social des Congolais, il y a baisse de taux de chômage, mais quand nous décidons par exemple, de supprimer l'AC, mais ce sont des Congolais qui travaillent là-bas, ce ne sont pas des animaux qui travaillent là-bas. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre sur la table la question liée à l'emploi et la protection aussi des employés, des agents. La révocation, c'est, je dirais, c'est loyal et consort, mais ça doit se faire dans quelles conditions? Quand je suis les éléments mis à notre disposition par Israël Moutala, j'ai dit que c'est illégal ce qui s'est fait à la FIBank. Mais est-ce que l'État n'est pas au courant? Est-ce que le ministre de tutelle n'est pas au courant? Est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'il a envoyé quand même un délégué pour tirer au clair ce qui se passe là-bas? Ce qui est regrettable aujourd'hui, nous acceptons ceux qui viennent vers nous, ce sont nos frères. Ils viennent investir chez nous, mais seulement nous affichons une faiblesse criante vis-à-vis de nos partenaires, de nos investisseurs. L'État, on a comme l'impression que l'État veut beaucoup plus tirer ce qu'il lui faut et il laisse les Congolais à la disposition de ces investisseurs qui viennent chez nous. Moi, je crois que c'est une question importante. C'est une occasion pour réfléchir, trouver des solutions pour remettre de l'ordre dans le secteur de l'emploi et éviter à ce que dans les tout prochains jours, nous puissions encore revivre de telles situations. Oui, pour l'être à ce sujet, abusive en fait. Je pense que ça fait très mal. Hein? Vous savez, nous sommes dans un pays où les citoyens ne sont pas du tout protégés. C'est vrai qu'il y a une loi, il y a un code du travail qui régit ce secteur, mais il se fait que ce code n'est pas respecté. Or qu'en réalité, ce code du travail donne plus de valeur à l'employé qu'aux employeurs, les codes du travail congolais. Mais on se demande comment est-ce qu'on peut arriver à ces niveaux, à ces stades. C'est tout simplement parce que nous vivons dans un pays où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Puisqu'ils ont l'argent, ils n'ont perdu rien, ils savent qu'il suffit qu'ils aillent voir telle personne et on ne le fera rien. Et les travailleurs qui n'ont aucune force, qui n'ont aucun soutien, vous pouvez faire des jours, des grèves, des marches. Où en est-on avec les agents de l'AC aujourd'hui? Donc c'est là où le gouvernement congolais doit en tout cas essayer de mettre en application ces codes du travail là congolais. Nos lois ne doivent pas à tout moment être foulées aux pieds comme ça, et surtout par les étrangers. Mais si nous-mêmes nous ne le respectons pas, nos propres lois, on donne accès libre aux étrangers de ne pas le respecter. On le suit des fois à la télé, comment certains étrangers disent que chez vous, on sait comment vous avoir, on vous donne quelques billets de banque et puis on s'éteint. C'est quand même... C'est en tout cas inacceptable. On peut beau parler, on peut vanter les sociales, on peut inaugurer par-ci, par-là, mais lorsque les citoyens même ne vivent pas mieux, tout ce que vous faites, ça ne représente absolument rien. Il faut que l'État congolais, surtout le ministère du Travail, puisse en tout cas revoir
comment est-ce qu'il faudra suivre de près la manière dont nos compatriotes sont Nous restons dans ce domaine de la l'aviation. On a suivi dans les radios périphériques qu'on a remis en œuvre la piste de l'aéroport de Goma. Cela permettra à Ethiopian Airlines de reprendre ses vols. En tout cas, c'est un acquis, je crois. Mais par rapport à Congo Airways, c'est vrai que ça a suscité beaucoup de questions. Comment l'État peut acheter des avions d'occasion, mais d'aucuns disent non, ça date d'au moins 10 ans, donc c'est pas vraiment d'occasion, mais c'est un peu neuf, donc c'est entre les deux. Donc, mais quand nous qui sillonnons les nets, nous voyons que le Rwanda peut s'acheter des Boeing 9, ça fait quand même mal, mais on dirait que le Congo n'est pas le Rwanda. Mais dans ce domaine de l'aviation, Israël Moutala, est-ce que la RDC aujourd'hui peut sortir la tête de l'eau et c'est du ouf, ça va, on y est, on avance? On avance sûrement. Mais avant que je place un mot sur Congo Airways, j'aimerais dire que pour le drame que vivent les agents de la FIBank, j'aimerais que nous trouvions des solutions structurelles dans notre pays, des solutions durables. Les lois doivent être au-dessus de tout le monde. Les lois doivent être respectées même par ceux qui ont des moyens financiers importants. L'État a le devoir de protéger les plus faibles. Et ici, le ministre du Travail, Willy Makiachi, doit veiller à ce que le Code du travail, les conventions collectives et même les droits constitutionnels comme les droits de se syndiquer et d'exercer le droit de grève soient respectés. Si ces droits-là sont bafoués, c'est le soubassement même de notre société qui est bafoué. Donc, les droits qu'ont exercé ces agents, ce sont des droits constitutionnels, des droits réglementaires et des droits légaux. Et donc, faisons attention avec des symboles. On ne peut pas aujourd'hui envoyer 41 personnes comme ça, sur un coup de tête, sur une folie, les envoyer comme ça avec autant de légèreté à la rue. Et je pense que l'État doit être vigilant par rapport à des violations aussi graves des droits de l'homme. Alors, pour revenir à Congo Airways, moi je suis pas... Vous savez, tout ce que je déteste, c'est l'excès. Et j'ai vu que dans les critiques, nous avons été excessifs. Le débat n'est pas d'avoir un aéronef neuf. Le débat est d'avoir un aéronef qui est en bon état de navigabilité. Est-ce que cet avion-là, c'est vrai que vous dites, est-ce que cet avion-là pourrait sillonner l'espace européen? Parce que vous savez comment les Européens sont vraiment tiennent à les normes. Est-ce que ce Boeing d'Alitalia peut aujourd'hui effectuer le vol Kinshasa-Bruxelles? Non, parce que la sécurité ne dépend pas du Boeing à lui tout seul. Ça dépend des agents qui doivent le piloter. Ça dépend de son calendrier de checklist. Ça dépend, il y a plusieurs paramètres qui entrent dans la sécurité aérienne. Et donc, prendre isolément l'avion, non. Nous sommes blacklistés bien avant que l'avion ne soit là. Et nous le resterons encore. Même si nous achetons un avion neuf, Israël, c'est ce que vous voulez me dire. Même si aujourd'hui la RDC achète un avion neuf, on sera toujours blacklisté. Non, ça veut dire que pour lever... pour que nous sortions de la liste noire de l'Union européenne, il y a plusieurs contraintes justement à élaguer. Parmi ces contraintes justement, il y a l'état des aéronefs. Et je pense que l'aérobus là-bas, l'Airbus que le gouvernement vient d'acquérir via Congo Airways, en tant que tel, pris isolément, peut aller à l'Union européenne. Mais cela n'est pas le problème. Le problème c'est que, est-ce que les pilotes, justement, tu peux avoir un aéronef, mais quand le pilote n'est pas bien formé, il peut cracher. Quand tout ça, donc il faut former les pilotes, il faut que les pilotes soient acceptés. Donc il y a tout ça. Mais je dis aussi même, les installations elles-mêmes, les installations aéroportuaires, sont-elles aux normes? Un aéronef, un avion peut être neuf, mais si le pilote, on ne lui donne pas la bonne information en termes de climat, en termes système, il peut se cracher tout neuf. Alors, c'est un faux débat. Parce que j'ai vu par exemple, ici nous sommes à Kinshasa, il y a de nouveaux véhicules que nous achetons d'occasion à Dubaï. Ce ne sont pas des véhicules neufs. On ne va pas dire que ces véhicules là-bas... C'est moins de 10 ans. C'est moins de 10 ans, mais on ne peut pas dire que ces véhicules là-bas ne sont pas en bonne condition de navigabilité. Donc tu peux acheter un véhicule aujourd'hui neuf chez Afrima ou chez un autre concessionnaire. Mais si tu ne sais pas conduire, tu connais pas le code de la route, n'est pas là, tu vas pas faire un accident. Mais tu ne vas pas dire que j'ai fait un accident parce que cet avion là-bas, ce véhicule là-bas est neuf. Non, ou bien même quand tu achètes les véhicules là de Dubaï, qu'on appelle les catch ici, tu circules. Moi je les prends souvent, confort excellent.
sécurité excellente. Mais si je fais un accident avec, on va pas dire que non, j'ai fait un accident parce que ce véhicule là-bas est vieux. Non, le débat n'est pas là. Et la comparaison qu'on fait avec le Rwanda, et même j'ai vu avec Ethiopian Airways, non, nous avons beaucoup trop de problèmes. Beaucoup trop de problèmes. Mieux vaut avoir 2-3 avions d'occasion qu'en avoir un seul neuf, qui coûte excessivement cher. Un seul neuf, parce que nous avons un grand fossé à combler. Donc moi je préfère que nous achetions des avions d'occasion en bonne condition de navigabilité que plutôt un seul qui est neuf, mais voilà. Je vais faire encore une autre question avec ce qui serait dit. Je suis vraiment pas d'accord avec. Je vous en prie, c'est ça WebPress en fait. Tout d'abord, j'ai dit à nos investisseurs, il est vrai qu'il y a les climats des affaires pour protéger les investisseurs, mais l'État doit aussi penser à veiller pour que les citoyens, les Congolais qui travaillent chez les investisseurs soient aussi respectés et mis dans de bonnes conditions. Mais par rapport à l'aéronef, moi je ne suis pas d'accord. Je crois qu'à l'aéroport international de Njili, nous continuons à recevoir des avions qui circulent l'Europe. Air France, je crois, il continue à venir chez nous. Air France, Bruxelles Airlines, voilà, les agents qui travaillent à l'aéroport de Njili, je crois que ce sont des Congolais, on sait comment le guider jusqu'à l'atterrissage pour que les gens quittent l'avion. Donc c'est pas ça la bonne question. Le problème des personnels ne se pose pas. La plupart de nos avions ici... Est-ce qu'on a des pilotes aujourd'hui? Est-ce que le Congo a des pilotes formés aujourd'hui? D'ailleurs, pourquoi l'RVA existe? Pourquoi nous formons ils sont là, allez, vous allez voir. Peut-être nous n'avons pas l'habitude d'aller visiter nos écoles à nous. À la RVA, on forme. Même à la navigation pour le bateau, on forme. Allez vous informer. Et d'ailleurs, la plupart des pilotes qui tiennent nos avions aujourd'hui, la plupart sont des sujets étrangers. Il y a des Russes et consorts et tout. Je ne voulais même pas faire allusion ici même à Katumamouanké. C'est un sujet américain qui prenait son avion. Et même la plupart des avions qui circulent à l'intérieur et tout, ce sont des Russes. Ce sont des Russes. Il y a eu crash à Kingasani ici, et c'était un Russe. Donc c'est tous ces gens qui même allaient à Ndolo ici, vous allez voir ces pilotes russes, avant de prendre l'avion, ils prennent des liqueurs parce que c'est ça, c'est ce qui se passe. Donc ces débats sur le personnel qui doivent tenir l'avion ne se posent pas. Les sujets, l'élément le plus important aujourd'hui, c'est l'état de l'appareil. C'est l'état de l'avion acquise est bonne, moins de 10 ans, c'est bon. Il faut reconnaître que c'est moins de 10 ans, c'est passable, on ne va pas applaudir, mais on va dire que c'est passable. C'est quand même un pas un grand pas, c'est un petit pas que nous avons marqué. On doit encore encourager l'État à avoir encore plus de véhicules. On préfère avoir peut-être un seul avion qui peut encore travailler ou sillonner le ciel du monde, qu'en avoir un pour simplement le Congo. Ne permettre pas à la société d'évoluer. N'oubliez pas que c'est une société qui vient à peine de voir le jour. Elle a besoin de décoller. Alors il faudrait mettre un budget qui soit à même de permettre à la société d'atteindre un niveau de maturité pour qu'il existe, au moins si elle va continuer à exister comme là que les autres qui sont finis par ne plus exister. Mais nous souhaitons quand même, nous encourageons. Attends, vous allez rebondir. On a relevé la problématique des pilotes congolais. Est-ce qu'on forme encore des pilotes congolais comme à l'époque d'Exaïr? C'est vrai que comparaison n'est pas raison, c'est pas la même époque, c'est pas le même climat, c'est pas le même... tout ça, mais est-ce qu'aujourd'hui on a des pilotes congolais formés qui peuvent aujourd'hui prendre la relève? J'ai reçu quelqu'un hier qui m'a dit, nous, sur Info 7, qui a dit non, c'est qu'on laisse la gestion de cette compagnie aux Congolais. Non, aux expatriés, la gestion faite aux expatriés, parce que les expatriés le font mieux que nous. Est-ce qu'on a des pilotes, des gens formés pour remettre en selle cette entreprise Congo Airways? Avant de parler peut-être d'abord des pilotes, du personnel, je vais d'abord parler de l'avion. Je pense que, comme a dit Israël, c'est un faux débat. Ceux qui disent, voilà, c'est un avion d'occasion, ainsi de suite. Et moi, contrairement à John, moi, je vais applaudir. Parce que vous avez votre enfant à 40 ans qui est encore sous votre toit. Je aussi applaudi. Je vous en prie. Tu as dit, on ne peut pas applaudir, on peut encourager, accepter, mais pas applaudir. Mais moi, je vais applaudir. Vous avez votre enfant à 40 ans, 45 ans, habite sous votre toit. Mais lorsque cet enfant arrive même à se louer une maison, je dirais un petit studio, où il peut se dire en fait, malgré ses immenses capacités, c'est ça qui fait mal. Non, c'est ça le problème. Parler des capacités, on est potentiellement riche, on ne comprend toujours pas. Il y a plusieurs priorités. Il y a plusieurs priorités. On ne peut pas se dire aujourd'hui parce que nous sommes potentiellement riches, mais cette richesse-là n'est pas palpable.
On en parle souvent, mais quand il faudra, n'est-ce pas, palper du doigt, cette richesse n'est pas visible. En fait, moi j'applaudis. On a aujourd'hui un avion neuf. Nous avons fait autant d'années sans compagnie nationale. Maintenant, on a une compagnie nationale. Je serais fier, moi, de parler à un autre journaliste d'un autre pays pour défendre notre compagnie nationale. Quant à parler, n'est-ce pas, du personnel, est-ce que il faudrait, n'est-ce pas, laisser la gestion de cette compagnie entre les mains des étrangers? Je dirais non. John a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs compagnies ou plusieurs aviations sont pilotées par des sujets expatriés. Mais pourquoi est-ce qu'on enregistre des crashs chaque jour? Est-ce que ce sont des Congolais qui causent ces crashs? J'ai dit non. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance cette fois à la main d'œuvre locale. Il faut que les moyens que l'on pouvait mettre à la disposition des expatriés, les mêmes moyens soient mis à la disposition des Congolais. On aura du résultat. Je pense que c'est ça ce que je peux dire. Oui, j'aimerais rebondir. Ici, quand on parle de crash, les gens pensent que la plupart de crash, c'est une erreur humaine. Et que cette erreur humaine émane du pilote. Non. Les crashs, il y a plusieurs causes qui peuvent faire qu'un avion se crash. C'est pour ça que je parlais de moyens. Voilà pourquoi j'ai dit. Alors je voulais rebondir pour dire par exemple que hier ici à Kin, on allait peut-être connaître un autre crash. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un défaut de communication entre le vol CAA qui devait atterrir autour de 14h, 12h, 13h, 14h par là, et la nouvelle tour de contrôle. De Kinshasa. De Kinshasa. Okay. Et parce que l'avion revenait d'Afrique du Sud, il atterrissait et il n'y a pas eu une bonne communication. Et il avait déjà entrevu la piste, mais la communication n'était pas bonne. Et comme la communication n'était pas bonne, il a redécollé et il a fait 10 minutes en l'air et les gens ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le temps que la communication soit rétablie et que le message soit bon, soit sans équivoque pour lui donner l'ordre d'atterrir. C'est alors qu'il est redescendu et qu'il a atterri. Et donc, je dis encore une fois ici, nous connaissons notre pays, toutes nos écoles, la RVA se remet à niveau. Vous avez vu les infrastructures de la RVA gestionne le pays, vous montrez que c'est une société, un établissement en faillite. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, vous allez à l'aéroport de Goma, vous ne savez pas où vous asseoir, ça schlingue, il n'y a pas de climatisateur, il n'y a pas de climatisation. Vous allez à Kisangani, c'est un lambeau. Vous allez à Loano, c'est un lambeau. On a refait quand même la tour de contrôle de Loano. On a refait, mais après combien d'années? Et sur financement de la BAD, je rappelle. Parce que tu as parlé aussi de l'aéroport de Goma. On a allongé la piste sur financement de la coopération allemande. Il faut qu'on le souligne parce qu'on ne le dit pas assez. C'est comme si c'était l'argent de Congolais. Non, c'est l'argent de bailleurs de fonds étrangers. Je ne sais pas si ce sont des formes de prêts ou de dons. Mais souvent, ce sont des prêts et de dons. Non, ce sont des prêts et de dons. Ou même des prêts à taux zéro. Parce que vous n'avez pas les capacités de rembourser. Avec intérêt. J'aimerais dire ici, soyons humbles et reconnaissants que nous avons du travail à faire. Il n'y a aucun pays qui enverra ses pilotes se faire former ici à la RVA. Vous êtes fous. Non, au contraire, c'est la RVA qui prend ses pilotes et ses agents, qui les remet à niveau parce qu'on vient de loin. Et moi, je suis d'accord avec le gouvernement qu'on a consenti d'énormes efforts, mais on n'est pas encore au top de l'Afrique et dans aucun domaine. Donc, soyons lucides sur notre faiblesse, soyons lucides sur notre incompétence pour que nous progressions. Mais nous dire aujourd'hui que nous avons des écoles qui peuvent former des pilotes ici, c'est se mentir. Donc on n'a même pas des simulateurs de vol. On n'a rien du tout pour que nous formions. Je suis à l'est là-bas. La plupart des pilotes qui sont à l'est dans notre pays, ce sont des Fokker ou des petits avions, mais qui sont pilotés par des Ougandais. La plupart à l'est. Et donc il n'y a pas de Congolais. J'en vois que très peu. Et même les Congolais que je vois dans mon pays n'ont pas été formés ici. Ils se sont formés à l'extérieur. Ils sont venus ici. Et donc je sais qu'à l'ISTA, il y a une direction, je crois, de l'aéronautique civile. Mais il faut reformer, il faut des bibliothèques, il faut révéler le matériel didactique. Et pour finir, j'aimerais dire ceci, le vrai débat qui vaille, c'est est-ce que le gouvernement... On n'a pas l'impression, c'est vrai que chat et chaudé crée le froid, on est en train d'atterrir, c'est la dernière question, chat et chaudé crée le froid, est-ce que Congo Airways subira-t-il le même sort que LAC, que Air Zaïre? C'est vrai qu'on a cette manie de tout, quand on a quelque chose, on inaugure tambour, bâton, mais après... Non. Est-ce que vraiment on va revivre les mêmes erreurs du passé, John? Moi, je crois que c'est cette entreprise, je souhaite la bienvenue et longue vie à cette entreprise. Je voulais dire d'abord à Israël qu'au Congo, il existe des écoles de formation de revient pas sur ça, mais la RVA existe, mais seulement la RVA n'est pas mise dans de bonnes conditions. On aurait dû commencer par là avant que nous puissions créer une compagnie où il se poserait des questions liées au pilote parce qu'il faut prendre les pilotes à l'étranger. Vraiment quelques poussières de doute. Je voulais revenir à votre question, peut-être que je me suis perdu. Air Zaïre, est-ce que ça subira le même sort en fait? Air Congo Airways est créé sur fond de frustration. Il a fallu faire mal
au lac, à la ligne congolaise, et aux agents de lac pour créer avoir Congo Airways. Et donc, humainement parlant, on voit déjà mal les agents de lac donner assez de chance à cette entreprise. Et donc, spirituellement parlant, je crois qu'ils vont, dans leur prière, ça sera qu'ils puissent avoir raison, voir cette entreprise mourir. Et donc, il faut donner de la chance à Congo Airways, en même temps, résoudre aussi les frustrations des agents de lac. En quelques poussières de secondes. Vous donnez vraiment la chance à cette entreprise. Moi, le problème, c'est qu'il y a d'abord un grand débat. Le gouvernement a-t-il vocation à s'investir davantage dans le secteur marchand ou pas? Moi, je pense que maintenant, je vois que la fracture, il y avait une option, c'était le désengagement de l'État dans le secteur marchand. Or, je pense que le gouvernement Matata a pris une autre inflexion. Il s'investit de plus en plus dans le secteur marchand. Est-ce que ce sont des exceptions qui confirment la règle? Je ne sais pas. Mais ici, pour Congo Airways, à la décharge du gouvernement, le gouvernement ne peut pas ressusciter l'AC pour éviter le passif de l'AC était trop lourd à supporter. Et donc, il a préféré créer une nouvelle entreprise qui est Congo Airways pour ne pas justement s'encombrer du passif de l'AC. Donc, ça aurait été complexe d'apurer le passif et de récapitaliser l'AC au lieu de prendre cet argent et de créer une nouvelle compagnie. Vraiment, quelques poussières de secondes. Vous donnez la chance à cette compagnie. L'histoire ne nous enseigne-t-elle pas, comme je le dis toujours, Congo Airways aujourd'hui peut redécoller, c'est vrai, l'image de la RDC aujourd'hui. C'est vrai que l'histoire peut nous enseigner, non pas seulement que nous puissions faire un pas en arrière, mais pour que nous puissions capitaliser cela et aller de l'avant. Donc j'accorde des chances à Congo Airways. Je pense que si les moyens sont disponibilisés, ça ira. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Le timing nous imparti est terminé. Merci vraiment à mes excellents confrères. Merci à John Lungila de Congo Web Télévision. Merci à Jean-Jeff Mwanza de Vision Info et à Israël Moutala de journaliste indépendant. En tout cas, merci à vous, mesdames et messieurs, à tous mes followers sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Vraiment, en tout cas, c'est le seul moyen que nous avons d'être avec vous et de reconstruire ce beau pays. C'est la seule arme que nous avons, c'est notre métier. En tout cas, que chacun dans le secteur où il est, en tout cas, essaie de remonter la pente, parce que nous n'avons que ça comme héritage, la République démocratique du Congo. Et bien, nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.